Au sommaire de l'actualité de ce lundi 12 janvier 2015 sur la première, la participation du président Faure Gnassingbé à la grande marche contre la terreur et l'intolérance religieuse à Paris. Le chef de l'État togolais était aux côtés d'une cinquantaine de dirigeants venus du monde entier. Le gouvernement appelle les transporteurs routiers au respect des normes de chargement de leurs camions pour se conformer aux dispositions du règlement 14 de l'UEMOA. La survie des infrastructures routières en cours de reconstruction dans le pays est à ce prix. Les membres des commissions électorales locales indépendantes prennent connaissance de leurs attributions telles que prévues dans le code électoral en vue de l'accomplissement de leurs tâches. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pendant ce temps, on réactualise les textes régissant la couverture médiatique des échéances électorales, le tout dans la perspective de la présidentielle de cette année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur la télévision togolaise. Le président de la République s'est entretenu cet après-midi au palais avec le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Messieurs Smaïl Chergui et Mohamed Ibn Chambas sont allés transmettre au chef de l'État les salutations du secrétaire général des Nations Unies et celles de la présidente de l'Union africaine et fait le point avec lui sur la prochaine organisation à Lomé du sommet sur la sécurité maritime. Les préparatifs de la prochaine élection présidentielle de cette année au Togo ont également été évoqués. L'émissaire de l'UA s'est confié au micro d'Apolline Kadanga à l'issue de l'audience. Nous avons eu l'honneur, monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies et moi-même, d'être reçus par le président du Togo. Je crois que c'était l'occasion de lui transmettre les salutations et du secrétaire général des Nations Unies et de Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine. Nous avons à cette occasion discuté de l'organisation du prochain sommet ici même à Lomé de la sécurité maritime et du développement qui devrait se tenir ici en novembre prochain. Et donc je pense qu'il y a une identité de vue absolue entre les autorités du Togo et de la Commission de l'Union africaine. Nous avons également saisi cette occasion pour un peu comprendre les débats en cours sur la préparation des prochaines élections présidentielles prévues ici au Togo et de voir quelle pourrait être la contribution des Nations Unies et de l'Union africaine pour d'abord leur déroulement dans d'excellentes conditions, à la fois de crédibilité, de régularité, mais également que cela soit une occasion pour des retrouvailles fraternelles entre tous les Togolais, loin de tout mouvement qui pourrait remettre en cause la paix et la sécurité dans ce pays frère. Je crois que nous partons tranquillisés après cet entretien avec Monsieur le chef de l'État et nous espérons pouvoir être ici aux côtés des Togolais lors de la tenue et de l'organisation de cette élection. La planète tout entière s'est donné rendez-vous hier à Paris pour dire non à l'intolérance, à la violence aveugle et oui à la liberté et à la démocratie. Une mobilisation consécutive aux récents et malheureux événements survenus dans la capitale française au cours desquels des terroristes islamistes ont assassiné 17 personnes pour atteinte à leur religion. Sur la cinquantaine de chefs d'État, de gouvernement et de monarques ayant pris part à la marche, il y avait 6 Africains parmi lesquels le Togolais Faure Gnassingbé. Les images de la participation du président de la République à la manifestation avec Aimé Abalo. Chaude poignée de main entre François Hollande et Faure Gnassingbé sur le perron de l'Élysée dimanche. Le chef de l'État togolais a pris part à la marche républicaine organisée à Paris pour rendre hommage aux victimes des agressions terroristes perpétrées par des djihadistes. Cette manifestation a mobilisé plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des dizaines de représentants d'institutions internationales qui ont tenu à exprimer leur ras-le-bol contre le terrorisme, l'islamisme
réaffirmer l'aspiration des peuples aux valeurs universelles de paix, de fraternité et de tolérance dans un esprit humaniste qui respecte les différences, la liberté d'opinion, d'expression et de culte. Le Togo s'inscrit donc dans ce combat universel contre la barbarie, le fondamentalisme religieux, quitte à déployer partout où besoin sera des moyens adéquats pour neutraliser le sombre dessein des groupes terroristes. Et après ce court séjour à Paris, le président de la République a donc regagné Lomé, comme vous l'avez aperçu tout à l'heure en début de journal. La sauvegarde des infrastructures routières et la sécurité des usagers de la route à travers l'application du règlement 14, objet d'échange ce matin au ministère des Travaux publics et des Transports entre des membres du gouvernement et les syndicats des transporteurs. Il a été établi que la surcharge des camions gros porteurs qui circulent sur les routes est à l'origine de la dégradation rapide du réseau routier au sein de l'espace UEMOA. L'organisation sous-régionale qui semble avoir trouvé la solution à cette situation dans le contrôle de la charge à l'essieu des camions a donc émis un règlement dit règlement 14 que les pays membres se doivent de mettre en application. Au Togo, les transporteurs rechignent à respecter cette disposition, d'où la réunion de ce lundi pour amener les uns et les autres à s'y soumettre. Randan Bassina. En vigueur au Togo depuis quelque temps, le contrôle de la charge à l'essieu est une norme de l'UEMOA dans le secteur des transports routiers. Respecter ce règlement, c'est aider à sauvegarder des vies humaines et des infrastructures routières. Et voilà que certains transporteurs ne respectent pas cette règle. À cette rencontre, le gouvernement togolais met le débat sur la table des échanges. Chacun a reconnu que nous surchargeons effectivement, nous fatiguons nos routes. Tout le monde a été unanime à le reconnaître à travers les différentes interventions. Maintenant, la mesure s'applique, mais en prenant en compte les différentes doléances. Et le gouvernement, l'État, l'administration va travailler là-dessus très rapidement pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Une discussion que les transporteurs jugent constructive parce que le gouvernement, loin de fermer ses portes aux discussions, envisage même d'intégrer leurs propositions et suggestions. En chargeant nos camions, nous fatiguons nos camions, nous mettons nos chauffeurs en danger et nous-mêmes nous travaillons à perte. Je pense que c'est une très bonne chose pour la charge à l'essieu, mais nous demandons à l'État togolais, le gouvernement, dont nous tous nous faisons partie aujourd'hui, de revoir la charge à l'essieu. Le prix de la charge à l'essieu. En attendant l'harmonisation des résultats issus de cette rencontre avec les transporteurs, les contrôles vont se poursuivre ainsi que les séances de sensibilisation. C'est justement pour se conformer aux dispositions du fameux règlement 14 de l'UEMOA en matière de sauvegarde des infrastructures routières que le gouvernement a entrepris la construction de postes de pesage et de contrôle des charges à l'essieu pour amener les transporteurs à respecter les normes de chargement. Ceci devra leur éviter non seulement les accidents de la route, mais aussi d'écourter la durée de vie de leur véhicule. Le contrôle des charges à l'essieu prévoit des amendements contre les contrevenants. Mais avant de passer à la phase de la répression, le gouvernement privilégie la sensibilisation. C'est ce que Pierre Soussoupo a constaté au poste des opérations de contrôle de Djereouye, situé à quelques encablures de la ville d'Atakpamé. Poste de pesage de Djereouye, à 15 km au nord d'Atakpamé. Depuis quelques semaines déjà, les véhicules en transit sur la nationale numéro 1 sont soumis ici à une opération de contrôle des charges. Le processus dure moins d'une dizaine de minutes. Ce conducteur, par exemple, a quitté le port autonome de Lomé et devra se rendre à Niamey au Niger. La machine indique qu'il est en surcharge. Une information qui ne le surprend pas. Il mesure la portée du dispositif. Bon, le bascule nous montrait que notre charge là est surcharge. Mais depuis ça, on piège pour savoir que le poids de marchandises et puis le poids de camion aussi, ça nous arrange à notre route là aussi. Puisque la route là va se durer un peu. Si la marchandise est trop
Si le poids aussi est trop, ça garde le goudron là. Chaque jour, plus d'une centaine de véhicules passent sur ces rampes. L'opération est suivie à partir de cette plateforme. La machine même capte les informations. Lorsque la machine capte les informations, on imprime pour voir si il est surchargé ou comment. Et les autres procédés sont sûrs. Si c'est correct, là, il n'y a pas de problème. Mais si il est en infraction, il y a plusieurs types d'infractions. Il peut être en infraction sur le poids total, ou bien il peut être en infraction, c'est-à-dire en surcharge sur un monsieur. Dans ce cas-là, on lui donne le truc d'aller au fond là-bas pour d'abord même stationner. Il va décharger le surplus, c'est-à-dire le surplus. Il va décharger, il va refaire les mêmes procédés. Bon, ce qui est sûr, il doit chercher un véhicule pour prendre le surplus. Les deux véhicules devraient passer ici parce que c'est deux véhicules différents. Ils repassent dans les mêmes conditions et lorsque nous passons à la pesée et que c'est normal, bon, il passe, on lui donne le OK de partir. Pour l'heure, les agents de la Société autonome de financement et d'entretien routier SAFER conscientisent les transporteurs à se soumettre aux nouvelles dispositions qui ont pour objectif la protection des infrastructures routières. Les transporteurs s'en félicitent. C'est un dispositif qui va beaucoup nous aider dans la conduite de nos engins, aussi bien au niveau du chargement qu'au niveau de l'entretien de l'état du véhicule. Je crois que le problème ne se posera plus. Ce que nous avons fait pour le tonnage là, non, ça nous embattage aussi. Passé la phase de sensibilisation, les contrevenants seront frappés selon les normes du règlement 14 de l'UEMOA. Et là, les amendes se situeront entre 20 000 et 60 000 francs par tonne, suivant le poids du surcharge au plan national et international. La ministre des Postes et de l'économie numérique était en déplacement ce matin au Centre national de tri postal de Lomé. Madame Sina Lawson est allée rendre visite à ses agents sur leur lieu de travail et se faire expliquer le système de réception, de répartition et de distribution des colis postaux en provenance ou à destination du Togo. Tout en se félicitant de l'efficacité du système de traitement des courriers qui fait du Togo un pays sûr en la matière, elle a fait des suggestions en vue de son amélioration. Reportage Clarisse Aticlé. Centre national de tri postal CNTP de Lomé, structure spécialisée de la poste chargée du traitement du courrier et colis postaux et de leur expédition vers d'autres lieux de livraison. C'est ici que sont centralisés les envois en provenance ou à destination du Togo. En moyenne, 10 866 courriers sont traités par jour au niveau national et 1755 au niveau étranger. C'est de cette réalité que la ministre des Postes et de l'économie numérique, Sina Lawson, a voulu s'imprégner. Elle a donc visité les locaux du CNTP pour apprécier le travail qui se fait chaque jour. C'est le centre le plus important en matière de postal du pays, dans la mesure où tous les courriers passent par ce centre. C'était important de voir par moi-même la façon dont les personnes travaillaient et puis comprendre un peu comment est-ce que le Togo arrive à se positionner par rapport aux exigences internationales. Là, je suis très contente parce que j'ai eu l'occasion de constater que c'est une équipe de gens très très dévoués. Il faut savoir que cette équipe traite environ 5 millions de courriers par an. Et que nous sommes le pays, nous sommes classés parmi les meilleurs en matière de gestion et de tri du courrier postal. Donc. Au Centre national de tri postal, une cinquantaine d'agents est rompue à la tâche afin qu'un service de qualité soit rendu à la clientèle. La ministre en a profité pour faire quelques suggestions dans l'optique d'une amélioration de ce qui se fait déjà. Lorsque nous arriverons au point où chaque Togolais aura une adresse, je pense que tous les mécanismes mis en place par la Poste pourront fonctionner encore mieux parce que là, effectivement, dès que le centre de tri pourra traiter le courrier, la personne recevra ce courrier dans les 24 heures.
À cette date, le CNTP envoie directement du courrier à 19 pays et en reçoit de 49 autres. Il utilise aussi des transits internationaux. Les nouvelles technologies sont aussi utilisées permettant de faire le suivi des courriers et des colis postaux jusqu'à leur arrivée à destination. Les membres des commissions électorales locales indépendantes s'imprègnent des textes électoraux afin de bien accomplir leur mission. Ce matin, ceux de la zone 1 de Lomé ont débuté une formation destinée à les mettre en contact avec les dispositions relatives à leurs attributions. Ils iront à leur tour former les membres des commissions des listes et cartes avant le début des opérations de révision des listes électorales. Reportage Adolphe Paca. Appelés dans leur mission à bien gérer le processus électoral dans leurs différentes localités, les membres des commissions électorales locales indépendantes CELI reçoivent ici des outils de mise à niveau en ce qui concerne leur rôle depuis la révision des listes jusqu'à la préélection. C'est en quelque sorte donner des informations aux membres de CELI, comment utiliser les différents guides qui seront mis à la disposition, comment remplir les différentes fiches et les différents formulaires, comment remplir les PV, en quelque sorte, et comment gérer un CLC. Quand on aura fini cette formation, eux, ils vont former maintenant les membres de CLC et ils feront ça pendant 6 jours. Et à la suite de toutes ces formations-là, que débutera la révision des listes électorales dans la zone 1. Cette formation pour le compte de la zone 1 se déroule simultanément à Lomé, à Thiévier et dans le Cloto. Au même moment, est aussi lancée sur le site de la foire Togo 2000 la formation de la deuxième vague des opérateurs de saisie. Deuxième vague toujours de la zone 1, composée de 1750 opérateurs comme à la première vague. La zone électorale 1 englobe en effet la région maritime, les préfectures d'Agou et de Cloto. Du côté de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, on s'active également pour répondre au rendez-vous électoral des mois prochains. Sensibilisation, formation et actualisation des tests sont entre autres tâches auxquelles l'on s'attelle. L'objectif est de permettre aux médias, notamment ceux des services publics, de jouer pleinement leur rôle dans la couverture des événements. Comment Provodé. L'élection présidentielle de 2015, c'est d'ici quelques mois et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a sa partition à jouer afin de la rendre crédible et transparente. Son rôle veille à une couverture médiatique juste, objective et équitable dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Il va falloir se prémunir des outils efficaces pour réussir cette mission. L'on comprend donc pourquoi il faut réactualiser les tests régissant la couverture de la présidentielle afin de les adapter à la circonstance. Les élections passent mais ne se ressemblent pas. Nous avons eu tout dernièrement à faire les élections législatives et il fallait adapter les textes réglementant les élections législatives. Nous l'avions fait à l'époque. Aujourd'hui, il s'agit de l'élection présidentielle. Et donc, nous devons adapter également nos tests à l'élection présidentielle. Et donc, nous ne devons pas lésiner sur les moyens quant à ce qui concerne justement la presse officielle, puisque le premier test que nous allons examiner et adopter ici, c'est d'abord le test qui donne et fixe les conditions de production, de programmation, de diffusion, de publication des émissions relatives à la campagne électorale. Pour les médias privés, eh bien, une autre décision que nous devons examiner ici et adopter qui parlera du pluralisme. 3 jours permettront aux membres de la dite institution de discuter, d'amender et d'adopter les textes réglementaires dans le seul but d'une élection présidentielle apaisée au Togo.
Et la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui continuent d'agiter la scène politique togolaise pendant ce temps, faut-il les faire avant ou après la présidentielle? Au MJPG, Mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, on estime que les réformes politiques ne sont pas forcément liées à l'élection présidentielle de 2015 et qu'elles ne sauraient donc constituer un motif de suspension des lois actuelles. Les dirigeants de ce mouvement se sont exprimés ce matin lors d'une conférence de presse à leur siège à Lomé. Compte rendu Pierre Soussouko. Les jeunes du mouvement pour la popularisation de la bonne gouvernance qui se sont prononcés sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ils estiment, eux, que ces réformes ne peuvent se faire concomitamment à l'élection présidentielle, du moins pas forcément, suivant le compte-rendu de la conférence de presse qu'ils ont animée dans ce sens avec Pierre Soussouko. Face à la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, les responsables du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, MJPG, soulignent qu'elle n'est pas forcément liée à l'élection présidentielle de 2015. Ils estiment qu'une proposition de réforme ne saurait suspendre les lois actuelles. Pour nous, la démocratie, c'est l'organisation d'élections crédibles qui permettent au peuple de choisir ses dirigeants. Une bonne démocratie ne doit exclure personne. Pourquoi conditionne-t-on l'élection présidentielle à l'adoption de réformes qui peuvent attendre sans qu'il y ait péril sur la démocratie? Les responsables de ce mouvement appellent à l'apaisement en vue de baliser la voie à des élections présidentielles transparentes et libres. Rien, absolument rien, ne justifie la sortie prévue par l'opposition pour le mardi 13 janvier 2015, puisque la proposition de loi de réforme qu'elle a introduite, elle a l'étude au niveau de la commission des lois de l'Assemblée nationale. L'opposition doit cesser de prétexter de ces réformes pour nous distraire de l'essentiel qui demeure: l'organisation d'une élection transparente et crédible. Tout en formulant ses vœux de santé, de paix et de réussite aux différents acteurs de la vie nationale, le MJPG appelle à la contribution de tous pour que la présidentielle prochaine ouvre d'autres horizons de prospérité et de renforcement de la démocratie au Togo. L'UNIR, le parti présidentiel, quant à lui, tout en prenant activement part au débat sur cette question par le biais de ses dirigeants, continue de renforcer sa présence sur le terrain à travers ses sections préfectorales. Celle de Saint-Cassé vient ainsi de créer 110 comités de zone dans les 8 cantons de la préfecture plus la commune, avec pour mission principale de mobiliser les populations autour des idéaux du président du parti en vue d'une victoire éclatante à la prochaine présidentielle. Désiré Aloye. Bientôt l'élection présidentielle au Togo, un rendez-vous qui demande la mobilisation des populations. Le parti Union pour la République UNIR s'active sur le terrain. À Saint-Cancé, les premiers responsables au niveau préfectoral multiplient les stratégies de sensibilisation pour donner victoire au parti. UNIR Saint-Cancé passe alors à l'installation des comités de zone dans chaque canton. Objectif, quadriller toute la préfecture subdivisée en 110 zones que regroupent les 8 cantons plus la commune. C'est quelque chose que le parti a très bien réfléchi et l'initiative est la bienvenue. Quand on envoie quelqu'un au champ, il sait qu'il doit bien travailler. À partir d'aujourd'hui, nous allons travailler pour sensibiliser toute la population, maison par maison, famille par famille, pour que tout le monde soit sensibilisé pour aller se faire inscrire. Une stratégie de sensibilisation et de mobilisation qui se veut inclusive. Le parti uni est un parti qui se veut démocratique et ouvert. C'est un parti qui travaille au quotidien avec les populations à la base. Dans les jours et les semaines à venir, nous allons procéder à leur formation surtout, afin que ces comités de zone puissent transmettre à l'ensemble de nos militants et sympathisants les actions que le président du parti a entrepris depuis 2005 jusqu'à ce jour, et surtout de les mobiliser pour qu'ils aillent aller se faire inscrire afin d'obtenir leur carte d'électeur
et pouvoir voter au moment opportun. C'est une réalité du terrain. Le nombre élevé de comités s'explique par l'engouement et la volonté manifeste des militants de faire partie de ces comités et le refus d'exclure les militants désirés de travailler pour la vulgarisation des idéaux du parti UNIR. Du 17 au 23 février prochain sera la période de révision des listes électorales dans la zone. La population en âge de voter est conviée à participer donc activement à ce processus. 3 semaines après la fin des journées portes ouvertes qu'ils ont organisées sur le métier de presse au Togo, les responsables du Conseil national des patrons de presse, CONAP, font le point sur les différentes manifestations prévues au programme de cet événement. C'était au cours d'un point de presse qu'ils ont animé cet après-midi à Lomé. Compte rendu, Florence Koepassé, Carmen Madje à Kakou. Quelques mois après les états généraux de la presse togolaise axés sur le pari de la professionnalisation, les patrons de presse ont voulu partager leur savoir-faire avec le public. Des journées portes ouvertes ont justement été organisées dans la seconde moitié du mois de décembre 2014. Aujourd'hui, face aux professionnels des médias, le Conseil national des patrons de presse, CONAP, fait le bilan. Pour une première, je dirais que ce fut un succès. Ce n'était pas gagné d'avance. Il a fallu convaincre d'abord les journalistes eux-mêmes, les membres du comité d'organisation, de la pertinence du projet positif aussi, sur la participation du public. Je parlais tout à l'heure d'à peu près 10 000 personnes. La mobilisation des ressources nous a permis d'engager autour de 7 500 000 francs CFA, grâce auquel les journées portes ouvertes ont pu se tenir. Un bilan satisfaisant, mais bien évidemment parsemé de quelques faiblesses. Le CONAP compte en tout cas en tenir compte pour que la prochaine édition, prévue pour décembre prochain, soit plus inclusive et fédératrice. Des activités sont également dans les agendas du Conseil national des patrons de presse, CONAP, pour faire des prochaines présidentielles des élections libres et paisibles. La STT fait sa mue. Environ 3 ans après sa création, la synergie des travailleurs du Togo est sur le point de se transformer en centrale syndicale. Les délégués membres de l'organisation réunis en assemblée générale vendredi dernier à Lomé ont enclenché le processus. Cette métamorphose devra être confirmée dans les prochains jours par une assemblée générale constitutive. Le but, selon les auteurs de l'initiative, est de mieux défendre les intérêts des fonctionnaires togolais. Précision, Luc Assi, Medina Bacha, Salami. 2 ans après son existence, la synergie des travailleurs du Togo STT est en phase de devenir une centrale syndicale. Une mutation qui lui permettra d'avoir une assise sociale afin de défendre davantage les conditions de travail et de vie des fonctionnaires togolais. La nouvelle a été rendue publique au cours d'une assemblée générale organisée pour la circonstance et qui a réuni les délégués venus de toute l'étendue du territoire national. La synergie a voulu répondre aux attentes des travailleurs togolais, largement manifestées durant la tournée nationale qu'on a eu à faire en 2014, qui voudrait que la synergie se transforme en centrale syndicale. Avant la tenue de l'Assemblée générale constitutive dans les jours à venir, la coordination actuelle aux commandes de la STT continuera par la diriger. Malgré les acquis enregistrés, la synergie des travailleurs du Togo compte relever encore d'autres défis. Sport football, plus que quelques jours, 5 plus précisément, il sera donné le coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le désistement du Maroc, c'est la Guinée équatoriale qui a hérité de l'organisation. Autant il y aura de grands absents comme le Nigeria, tenant du titre, et l'Égypte, triple championne d'Afrique, autant il y aura des équipes prestigieuses habituées de la compétition. La toute première édition de ce championnat continental a été organisée en 1957 au Soudan. Depuis lors, il a beaucoup évolué, comme l'atteste le document que voici. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, s'est disputée pour la première fois en 1957 à Khartoum, au Soudan. La compétition entame sa 30e édition en Guinée équatoriale, en Afrique centrale. Mais que de chemin parcouru. À Khartoum, en février 1957, la première édition de la Coupe d'Afrique, inaugurée par le premier ministre soudanais Saïd Ismail El Azari, se déroule sans aucune phase éliminatoire et réunit les 4 nations fondatrices de la CAF, le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud.
La compétition a déjà une saveur particulière. En tant qu'Africains, on connaît notre fierté. La plupart des pays africains, ils donnent de noms d'animaux, des simbas, des éléphants, des sissi. L'engouement, elle est tellement immense. Coupe du Monde reste à la Coupe du Monde parce que c'est mélangé avec des équipes européennes, Amérique du Sud. Mais là, c'est que les Africains. On connaît déjà entre nous par rapport à la musique, on aime bien se chambrer là-dessus. Maintenant, c'est sur le terrain et donc c'est plus que ça. C'est vraiment quelque chose. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, c'est notre Coupe du Monde en nous en tant qu'Africains. C'est une grande fierté. Ça va même au-delà. Cette première édition de la CAN véhicule déjà des idéaux humanistes et de tolérance. L'Afrique du Sud, ayant refusé d'envoyer une équipe multiraciale, sera disqualifiée au profit d'une qualification directe de l'Éthiopie. Déjà, tout un continent vivre pour cette première édition et l'engouement de la CAN est réel. Je pense que l'engouement autour de cette CAN nous apporte beaucoup. Sur le plan, je dirais même sur le plan économique et sur le plan, je dirais, des solidarités et tout, c'est une très bonne chose pour nous. En finale, les Égyptiens l'emportent facilement 4-0 face à l'Éthiopie grâce à 4 buts de Mohamed At-Diba. L'Égypte devient donc le premier champion d'Afrique de l'histoire. À partir de 2013, la CAN continue d'avoir lieu tous les 2 ans, mais elle est organisée les années impaires afin d'éviter qu'elle se dispute la même année que la Coupe du Monde de football. Le Nigeria, tenant du titre, sera absent de la prochaine CAN. Quant à l'Égypte, premier vainqueur de la compétition, elle sera également absente pour la 3e fois consécutive de ce rendez-vous continental. Et pour plus d'informations sportives, restez connectés sur nos programmes pour suivre le magazine que vous présentera le service des sports de la TVT dans une vingtaine de minutes. Vous y apprendrez notamment que le Portugais Cristiano Ronaldo vient de remporter son 3e ballon d'or. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique informe tous les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel que la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au FESPACO aura lieu du 28 février au 7 mars 2015 au Burkina Faso. À cet effet, les cinéastes désireux de faire le déplacement de Ouagadougou sont invités à se faire inscrire à la Direction nationale de la cinématographie dès audition du présent communiqué jusqu'au 26 janvier 2015. Pour tout renseignement, s'adresser à la dite direction 6 au 47 avenue des Nations Unies, au téléphone 22 22 86 41 22 70 70 33 90 12 42 59. Nota bene, le nombre de places étant limité, les premiers venus seront les premiers servis. Le communiqué signé Madame Kouméalo Anate, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Merci d'avoir suivi cette édition qui se referme. Excellente soirée à tous. Retrouvez Isidore Kobatine pour notre dernière édition du jour. Au revoir.